Pour ceux qui connaissent pas l'homéopathie, est-ce qu'on peut approfondir de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'homéopathie, on va parler de substances, que ce soit végétales, animales, des sécrétions animales éventuellement, minérales, qui, dans leur état naturel, sont à une certaine quantité, à une certaine dose d'absorption, dangereuses, hein, vont créer des symptômes chez l'être humain, et une fois diluées, dynamisées en homéopathie, vont être capables de soigner ce qu'elles provoquent dans leur état naturel. C'est-à-dire que si on prend par exemple la belladone, elle va provoquer de la fièvre, dilatation des pupilles, une forte chaleur au niveau du corps, etc. Et ben en fait, ces symptômes-là vont en fait être guéris par l'homéopathie en dynamisation homéopathique, Donc belladone qui est une plante. qui est une plante, par exemple, comme l'arnica. Tout le monde connaît l'arnica pour la bobologie. Ben, l'arnica, si on prend l'arnica, on va faire des hématomes. Et donc là, c'est pareil, l'arnica est capable de soigner les hématomes beaucoup plus rapidement que naturellement. Voilà. On a une plante, on a dit, on parle de dilution. Comment ça fonctionne? Comment on arrive au remède? Qu'est-ce que c'est le remède au final? Alors les plus classiques sont les centisimales que l'on trouve en France. Vous avez aussi les corsacoviennes, donc K, quand vous voyez marqué K par exemple sur les tubes, et les doses LM qui n'existent pas en France. C'est un mode de dilution, de dynamisation encore particulier, mais qui n'existe pas du tout en France. Donc en fait, on prend une quantité d'une teinture mère que l'on va diluer, et puis donc on va obtenir un premier CH, et puis on va encore rediluer, on va obtenir un deuxième CH, un troisième CH, etc., etc., jusqu'au 9 CH, qui est le plus classique, le 15 CH, puis le 30 CH. Et on sait que, par exemple, à partir du 30 CH, on n'est plus capable de quantifier ni de qualifier la matière. Et c'est là où l'homéopathie, en fait, pose problème, puisque aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, on n'arrive plus à comprendre comment cela peut fonctionner, puisqu'on est plus sur une influence d'un champ électromagnétique dont le granule, en fait, est le vecteur, hein, il rentre dans le corps, donc il porte ce champ électromagnétique avec lui, et ça va influencer, en fait, notre biologie dans ces réactions. Pour reprendre du début, on parle de la plante, la teinture mère, qui est une macération de la plante dans l'alcool. Et c'est cette macération-là ça a permis d'extraire les substances de cette plante qu'on va diluer petit à petit avec de l'eau, en fait. Voilà. Alors, on va la diluer, mais on va la dynamiser. C'est-à-dire que on va lui faire un nombre de secousses, donc c'est des machines, hein. C'est ce qui est important, ce qui va donner une forme de dynamisation. Et à force de répéter, en fait, on va pouvoir monter en dynamisation, c'est-à-dire que moins on a de matière, et c'est là le paradoxe, plus le remède est puissant. C'est pour ça que généralement un homéopathe uniciste fait une certaine chronologie pour ne pas aller trop vite. On peut avoir un surdosage, du coup plutôt une aggravation des symptômes si on ne fait pas attention. Et on a parlé donc de CH, ça c'est ce qu'on connaît le plus facilement, qui est même accès libre en pharmacie. Donc on a dit que c'était des dilutions jusqu'à arriver à un certain niveau où il n'y a plus de molécules dans la dilution. Après, on a parlé de K. Qu'est-ce que c'est le K? C'est encore des dilutions supplémentaires? Alors c'est une autre manière de diluer, c'est les corsacoviennes. Alors là, elles sont encore plus diluées, c'est-à-dire qu'on prend l'équivalent d'un verre, que l'on vide complètement, que l'on remplit de nouveau, et là on a déjà un cas. Donc en fait, la dilution est encore plus importante. Hein, c'est une autre manière à chaque fois de préparer. Et ces dilutions, en fait, ben, vont donner une puissance particulière, un mode d'action particulier. 30 CH, enfin pour moi, la 30 CH est la plus basse des hautes dynamisations. On commence à rentrer dans les dynamisations à partir de la 30 CH. Ça ne veut pas dire que les 9 et les 15 ou les 5 n'ont pas d'action, hein, mais ça veut dire que la puissance du remède est moindre. On risque moins d'aggravation avec une 9 CH et une 15 CH. Donc, on a dit qu'on jouait à la fois sur le terrain, à la fois sur euh, les symptômes physiques, et donc on va jusque travailler sur le côté psychologique, émotionnel de la personne. Est-ce qu'avec des dilutions basses, un peu plus, on va dire, physiques, dans le sens où il y a présence de matière, est-ce qu'on répond plus à des symptômes physiques? Et est-ce qu'avec des dilutions beaucoup plus hautes, on répond plutôt à des symptômes psychologiques et émotionnels? Non, en fait, en homéopathie comme en médecine chinoise, par exemple, on tient compte d'une totalité. On ne peut pas séparer le psychique du physique, et donc on va tenir compte de la personne entière, physique
et psychique de son environnement aussi, d'accord? Et ce qui va nous permettre en fait de choisir un remède. En fait, on essaie de donner hein, l'objet de l'homéopathie uniciste, c'est de donner un seul remède à l'instant T qui va correspondre à tous les caractères, enfin à un maximum de caractères de la personne à l'instant T, que ce soit physique ou psychique. Ça va être ça l'objet en fait de l'homéopathe. On a parlé de absence de molécules à partir d'une certaine dilution. Quel Oui. est, pour ceux qui se disent que ça ne fonctionne pas parce que c'est pas scientifique, puisqu'il n'y a rien de visible dans les molécules et de mesurable, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Oui, alors c'est le classique, hein, c'est qu'on nous dit c'est pas scientifiquement démontrable. Alors c'est vrai que avec nos connaissances actuelles, avec notre manière d'aborder en fait la recherche scientifique, c'est difficilement démontrable. Le professeur Montagnier, qui lui avait trouvé le sida en son temps, a démontré par exemple que le champ électromagnétique d'une maman, par exemple, qui a le sida et qui met au monde un bébé, bah, chez la maman, on ne retrouve pas l'empreinte électromagnétique sida, par contre, on la retrouve dans les cellules du bébé. Donc, il y a tout un monde qui n'est pas facilement démontrable et quantifiable actuellement, mais qui existe bien. Faut savoir quand même que notre corps humain, dans le corps humain, il y a plus de vide que de plein, même si on veut rester cartésien sur son fonctionnement, il y a plus de vide que de plein. Donc c'est autour de ces champs électromagnétiques où se jouent beaucoup de choses. Donc là, on parle de vide et de plein. Alors, ce vide et de plein, il se manifeste au niveau de l'atome. Oui, donc en fait, le professeur Montagnier a démontré en fait la présence de champs électromagnétiques, hein, des champs qui vont perturber en fait notre état de santé. D'accord. Pour l'être humain, en fait, on a 4 infections en fait qui ont laissé ce que Hahnemann appelait des miasmes en fait, qui est la lèpre, les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose et la syphilis. Et en fait, ces 4 infections vont laisser en fait une empreinte électromagnétique qui va donner des états biologiques particuliers, c'est-à-dire des prédispositions, on va chercher des mots, des prédispositions, à la fois au niveau de la santé, au niveau de nos caractéristiques aussi, hein, si on prend le côté tuberculinique, donc qui est le miasme de la tuberculose, on va avoir des gens plutôt longilignes, avec des particularités au niveau, comment on dit, au niveau du chant, au niveau du dessin, au niveau de l'art, etc. Des gens plutôt éthérés. Alors ça c'est une partie, hein, c'est une particularité. Si on prend le côté MST, donc la psychose, le miasme psychotique, on aura des gens plutôt trapus, avec une ossature dense, etc., plutôt terre à terre, avec une démarche beaucoup plus lente, avec un métabolisme beaucoup plus lent, alors que le tuberculinique, lui, est plutôt speed en général, d'accord. Alors si c'était si simple, ça serait facile. On a souvent un croisement, en fait, entre les miasmes. On a rarement qu'un miasme en action, puisque on est l'héritage de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et donc chacun, au travers de sa biologie, a transmis une partie de miasme qui est plus ou moins actif à l'instant T chez la personne. Donc, 4 types de profils, on va dire, majeurs. Mais pour autant, ces miasmes ou ces pathologies, ces affections, elles sont pas non plus hyper anciennes dans la civilisation. Pourquoi elles ont rendu des profils autant structurels que psychologiques par rapport à d'autres affections qui pouvaient être là depuis bien plus longtemps? Alors pourquoi ces pathologies ont laissé des empreintes aussi puissantes? Honnêtement, moi je n'ai pas de réponse. Et c'est compliqué de dire pourquoi ces types de pathologies. C'est certainement parce que ce sont elles qui ont été le plus répétées sur la biologie de l'être humain. Je pense que c'est le fait de la répétition qui a fait que. Et la question c'était pourquoi ce type de pathologie. Oui, je pense que c'est par rapport à la répétition en fait sur la biologie et en fait le fait que ce soit transmis par nos gènes de génération en génération. Les croisements ont fait que ça va s'accorder si deux tuberculeux se rencontrent, enfin deux tuberculiniques pardon se rencontrent. Effectivement, le miasme tuberculinique va se renforcer et
pour la génération suivante sera plus important. Pour autant, là, vu qu'on parle de deux personnes qui pourraient être tuberculiniques, l'enfant n'est pas forcément non plus de type tuberculinique, puisqu'on peut avoir des influences on va dire des ancêtres qui ont d'autres terrains. Tout à fait. On peut avoir, alors ça peut sauter des générations, comme ça peut se démultiplier, comme ça peut deux trois générations plus tard avoir une force exceptionnelle, hein. On le voit là, nos enfants qui sont tous hyper quelque chose. Il y a un côté tuberculinique très développé à ce moment-là, qui est, je pense, en plus aggravé par notre civilisation moderne. Et du coup, effectivement, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça saute des générations. Bah, c'est comme ça se passe comme ça, c'est dans la biologie. Et effectivement, on peut retrouver deux, trois générations plus tard. Il est pas rare d'entendre, tiens, c'est bizarre, il ressemble un peu à son grand-père sur les traits, etc. Bah, c'est pareil par rapport à ces miasmes qui se transmettent. Et bien sûr, on ne peut pas quantifier en fait, ce qui est difficile, de quantifier en fait la proportion d'un miasme par rapport à un autre. On le voit agir par l'observation, on le comprend par l'observation, mais c'est difficilement quantifiable. Et de là, ça va nous donner un terrain, j'allais dire, ou en tout cas une façon de réagir face aux pathologies et des pathologies peut-être spécifiques aussi. Oui, il y a une constitution de base, l'individu dans sa chair, dans son psychique, et puis bien sûr il y a le miasme en action en fait qui va donner des réactions particulières. Le tuberculinique généralement flambe, c'est-à-dire que le il va être dans l'hyper quelque chose, alors que le côté psychotique, c'est plutôt quelque chose qui va s'installer tranquillement, doucement, etc. Vous voyez, quelque chose qui... si vous voulez un exemple, chez les chanteurs, si on prend chez les chanteurs, si vous prenez Edith Piaf, c'est pas votre génération forcément, mais Edith Piaf, on ressent ce côté, toute sa vie, ça a été l'hyper amour, l'hyper quelque chose, l'hyper sentiment, elle a tout vécu à fond, etc. Si on prend quelqu'un comme Joey Starr, on est dans le côté syphilitique. Vous voyez, cette gueule un peu cassée qui fait peur aux enfants, ce côté un peu violent, brutal, etc. Donc en fait, on a un côté plutôt syphilitique. On a deux choses où on pourra avoir des mots similaires, mais du coup la réaction ne sera pas du tout la même. Si on prend un côté plutôt psychotique, on pourra avoir DSK, par exemple, on est vraiment dans la psychose. Hein, vous voyez, l'individu plutôt nonchalant, qui parle doucement, qui a des excès sexuels pour stimuler artificiellement son système immunitaire, etc. On est plutôt dans la psychose. Donc on n'a pas quelque chose qui va être brutal, mais qui va s'installer au long cours et qui va monter petit à petit en puissance. Donc vous voyez, en fait, tout ça, il va falloir le comprendre à l'instant T, au moment du rendez-vous avec la personne, et arriver à décrypter de manière à choisir le remède le plus juste possible. On parle de remèdes, de terrain, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'homéopathie ou est-ce que certaines personnes devraient éviter l'homéopathie? Non, il n'y a pas de contre-indication à l'homéopathie. Il faut être vigilant quand même et toujours faire vérifier, faire suivre par un médecin quand il y a des pathologies lourdes derrière. On va pouvoir, dans certains cas, soulager la personne sur certains mots. Hein, j'ai en tête là par exemple suite de radiothérapie, les sensations de brûlure qu'a la personne dans les chairs qui sont très très douloureuses. Alors bien sûr, on va pas aller contrer le travail des médecins, mais on va pouvoir soulager par exemple la sensation de brûlure parce qu'on a des choses similaires avec un coup de soleil. C'est une image bien sûr, hein, mais on a des remèdes qui peuvent agir dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de contre-indication et dans tous les cas, l'avis médical s'impose. Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres médicaments? Alors des interactions, il peut y en avoir, puisque à partir du moment où on va travailler sur une constitution, qu'on va chercher à renforcer la constitution, et qu'on va avoir une amélioration des troubles de la personne, il se peut que de ce fait, il va falloir diminuer le côté médicamenteux derrière. Donc du coup, d'où l'intérêt d'une interaction avec le médecin, d'être très clair avec le médecin,
de manière à ce qu'ils prennent les bonnes décisions à l'instant T, quoi. Et qu'il n'y ait pas de surtraitement parce que le traitement Exactement. médical fait son travail et en vrai, il n'y en a plus besoin. Est-ce que les patients qui viennent vous voir, donc qui ont des migraines, est-ce qu'ils viennent vous voir spécifiquement pour leur migraine ou est-ce que c'est une découverte et c'est en creusant, en posant les questions que vous vous rendez compte qu'il y a ce terrain-là? Alors, par moment, dans certains cas, les gens viennent et effectivement évoquent un problème migraineux. Ok, d'accord, qui est plus ou moins latent, voilà. Après, pour les vrais migraineux, ils viennent avec un diagnostic qui est posé, souvent avec des médicaments qui marchent plus ou moins ou qui déstabilisent, mais c'est toujours assez compliqué. Et dès qu'ils arrêtent le traitement, la migraine flambe, c'est assez brutal en général. Et donc, voilà, il y a tous les cas de figure, mais dans les gens migraineux, les vrais migraineux, en fait, viennent nous voir souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre recours. C'est-à-dire qu'au long cours, la médecine moderne a beaucoup de mal avec l'aspect chronique, qui est très invalidant en général. Et donc, en fait, les traditions, les vieilles traditions médicales ont plus de facilité sur ce côté chronique parce qu'une vision plus globale d'une personne plutôt que d'un symptôme. Ben, effectivement, quand on arrive à quelque chose de chronique, c'est qu'il y a un désordre, on va dire, généralisé dans l'organisme qui s'est mis en place, autant sur le côté probablement métabolique que des tensions, des douleurs, et puis un côté psychologique qui s'installe. Enfin, ça devient un tout, en fait. Oui, c'est un tout. En fait, c'est une dégradation petit à petit d'un bon état de santé. Et donc, l'objet, c'est d'aller travailler sur cet état de santé en arrière-plan, qui lui va reprendre le dessus, hein, pour réduire en fait le fond chronique à l'état de peau de chagrin, en fait, hein, c'est l'objet. Et du coup, la biologie, l'état de santé reprend le dessus et la personne va mieux. En fait, on fait pas de miracle. Le fond chronique sera toujours latent, hein, faut être très clair là-dessus. C'est malheureusement au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment l'enlever. Donc inévitablement, au fil du temps, l'état de santé peut continuer à se dégrader, hein, puisque les influences extérieures, que ce soit les chocs émotifs, les accidents de la route, la malbouffe, enfin toute notre charmante vie moderne va influencer, polluer notre organisme, et lui, il a ses limites. Et suivant les typologies, eh ben, on va avoir une dégradation plus ou moins rapide de l'état de santé. Du coup, on a parlé de 4 typologies, 4 profils types, on va dire, de l'être humain. Est-ce que pour autant, enfin, ça de côté, est-ce qu'on a des profils types chez les personnes migraineuses? Ou est-ce que vous retrouvez des choses Je veux similaires? juste revenir un tout petit peu en arrière. La notion de miasme, c'est pas un profil à proprement parler. Ça se surajoute sur une constitution qui, là, est un profil. Par contre, le miasme, c'est vraiment quelque chose d'extérieur qui a un mode de fonctionnement à part qui se surajoute sur une constitution, sur un profil. D'accord. C'est vraiment très particulier. Et en plus, les miasmes peuvent se croiser. Donc, ça complexifie un peu les choses. Du coup, pour la réponse, pour la question, s'il y a des profils types, ben non. Il y a autant de migraines qu'il y a de personnes. Il m'est arrivé de rencontrer des gens, des hommes comme des femmes, avec des migraines de tout type, de tout horizon. Et il est très rare que je donne le même remède. Euh, voilà, ça arrive, hein, bien sûr. C'est sur X personnes, ça arrive. Mais à un moment donné, j'ai eu une succession de personnes qui avaient des migraines. Et je crois que sur 10 migraines, j'ai pas donné le même remède. J'ai donné le même remède à personne. Avec toute cette différence, chacun sa propre migraine, comment vous comprenez la migraine? Comme un dérèglement global de l'état de santé. On a un symptôme similaire, d'accord. Et ce symptôme, en fait, va s'exprimer d'une certaine manière, la biologie, la personne va le gérer d'une certaine manière, et par rapport à cette manière de l'appréhender, on va pouvoir définir en fait le miasme ou les miasmes en action derrière, et travailler en arrière-plan sur ce miasme, qui lui, du coup, va, au travers du remède, en fait, améliorer l'état de santé, et donc le symptôme, par effet rebond, va disparaître. Si on cherche, par exemple, je vais vous donner un exemple, si on cherche céphalée en homéopathie, on a 250 remèdes qui vont sortir. Donc, on fait comment?
Donc si on ne connaît pas les remèdes, d'une part, si on n'a pas cette notion de miasme, eh bien on n'est pas capable de donner un remède, c'est impossible, c'est improbable. Ou alors on fait comme certains, on donne 4, 5, 6 remèdes, et puis il va se passer quelque chose. Donc là, il en vient une autre question, c'est l'automédicamentation en homéopathie, c'est pas possible. C'est pas conseillé. Ceci dit, en basse dynamisation, ça peut soulager des maux, mais en homéopathie, on peut faire ce que l'on fait en allopathie, c'est-à-dire on va faire une suppression. Une suppression, c'est à force de marteler sur un symptôme, euh, le symptôme disparaît. Et tout le monde est content. Simplement, si on ne l'a pas guéri à proprement parler, c'est-à-dire si on n'a pas fait en sorte que ce soit l'état de santé qui l'anéantisse, d'accord, et qu'on n'a que soulagé un symptôme, on crée une suppression, c'est-à-dire que le symptôme actuel disparaît, et au fil du temps, en fait, alors ça peut prendre 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, hein, des fois, hein, ce même symptôme, en fait, va rentrer dans une couche plus profonde. En médecine chinoise, la notion de couche est facilement et très, bien étudiée. Et en fait, en couche plus profonde, on aura une pathologie avec des symptômes beaucoup plus graves. Voilà, je vais vous donner un exemple. Chez les enfants qui ont par exemple beaucoup d'angines, il n'est pas rare de voir que plus tard, donc bien plus tard, ils aient des problèmes ostéo-articulaires, d'arthrose notamment. Voilà. Quel est le lien? Ben, la médecine chinoise l'explique puisqu'on est sur la même loge, par exemple. Alors on n'est plus dans l'homéo là, hein. Je l'explique un peu différemment. On est sur la loge du rein, et donc du coup, les amygdales, les oreilles sont rattachées à la loge du rein. On a une dégradation dans une couche qui va toucher une partie des articulations qui appartient aussi à la loge du rein. Donc vous voyez, en fait, tout ça, les vieilles traditions médicales peuvent l'expliquer, là où, malheureusement, aujourd'hui, dans notre médecine moderne, on n'explique que au travers de symptômes. On est trop sur un côté euh, superficielle quelque part, sans vouloir chercher une cause réelle et plus profonde. C'est ce qui est dommage à mon sens. Si on fait disparaître un symptôme, donc on fait une suppression, et donc la suppression fait que les maux actuels vont rentrer dans une couche plus profonde pour dégrader encore plus l'état de santé. Donc l'homéopathie, à ce moment-là, mal utilisée en haute dynamisation, peut créer des suppressions. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que, en fait, on fait revenir les gens régulièrement pour surveiller ce qui se passe, etc. Parce que on sait qu'il peut y avoir des choses où peut-être qu'à un moment donné, étant donné qu'on a usé une couche, on va devoir changer de remède ou intercurer un remède. Alors tout ça, ça devient un petit peu technique à un moment donné, mais c'est le propre de l'être humain, c'est que c'est pas linéaire, donc il va falloir surveiller. Hein. Il n'est pas rare que pour X raisons, on atteint dans une couche, il y a quelque chose qui bloque, et ce quelque chose, soit on arrive à le passer avec le remède lui-même, soit en intercurant un remède, soit en changeant de remède. Mais ça dépend des situations, ça dépend d'un tas de données. Voilà. Donc il n'existe pas de préparation toute prête anti-migraine. Là, on est sur quelque chose qui est à Non, l'opposé. en homéo, non. Non. On peut se dépanner, hein. Je l'entends, je veux dire, il existe des choses comme pour le rhume Corizalia, des choses comme ça. Alors ça dépanne, je dis pas le contraire. Mais on est en basse dynamisation. La basse dynamisation fera pas de dégâts. Par contre, quand on commence à être uniciste et qu'on monte en haute dynamisation, il vaut mieux avoir un peu d'expérience. Est-ce que C'est justement, très puisqu'on important. parlait de trucs qui peuvent dépanner, est-ce qu'on peut donner deux, trois petits, alors pas traitements, mais substances qui peuvent dépanner sur des crises importantes, des nausées, des choses comme ça? Le problème est là, c'est que si je n'ai pas, j'ai pas de point de départ, on peut avoir 250 remèdes. On peut avoir, ça m'est arrivé un jour en travaillant chez moi, un vent froid s'est levé et j'ai eu un mal de tête carabiné. Mais du coup, ce vent froid est apparu brutalement suite à un vent froid sec. On est typiquement sur un remède qui s'appelle aconite, Aconitum napulus, l'aconite. Voilà, mais c'est un remède aconite qui arrive brutalement. C'est pas un remède qui va venir tranquillement. C'est brutal, c'est violent, etc. On est dans l'urgence. Enfin, c'est la relation psychique, hein, c'est-à-dire que souvent ce sont des gens qui peuvent même vous dire je crois que je vais mourir. Vous voyez, on a une notion de prédiction de sa mort. Donc en fait,
comme c'était sur moi, c'était plus facile, j'ai pris Aconite et la migraine est partie aussi, enfin le mal de tête du coup, c'était pas une migraine, le mal de tête est parti aussi vite qu'il est venu, parce que j'avais tout le point de départ jusqu'à la sensation. Mais du coup, donner un remède ou plusieurs remèdes, une recette pour les migraines en homéopathie, ça n'a pas de sens. Le Doliprane en homéopathie n'existe pas. Et puis on parlait de point de départ. Finalement, c'est si aujourd'hui mon point de départ c'est le bruit, la lumière ou un élément déclencheur, c'est pas forcément le point de départ de la migraine et de l'origine. Non, le phénomène, voilà, c'est un point de déclenchement, mais c'est pas forcément la cause propre de la migraine, dysfonctionnement qui crée des migraines. C'est pas forcément ça. Et l'homéopathie va chercher pas l'élément déclencheur, mais la cause et l'origine en fait de cette migraine. On va travailler sur le fond. L'objet, c'est de travailler sur le fond, de réguler une totalité. Hein, c'est là où le point de départ, des fois, on a des surprises, puisque de troubles, par exemple, chez les femmes au niveau des menstrues, on peut avoir des maux de tête, des céphalées, des migraines, etc. Mais du coup, on part de quoi? Des maux de tête, on part des troubles du cycle. En fait, il faut prendre la totalité. Et à partir de là, on va pouvoir travailler, etc. Combien de séances en moyenne chez les personnes que vous avez pu accompagner qui avaient des migraines il a été nécessaire pour qu'elles voient une vraie différence? Dès la première séance, on a des réactions. C'est ce qui va nous permettre de comprendre si on a le bon remède ou pas le bon remède. Il faut savoir aussi que l'homéopathe ne fait jamais de 100%. Ça n'existe pas. D'accord? Quand on flirte avec le 80-90%, c'est qu'on est déjà très bon. Et parce que moi sur 10 migraines, il y en a peut-être 2 que je comprendrai jamais. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir pourquoi en fait ça ne marche pas. Donc bon, voilà. Donc c'est des cas, voilà, faut le savoir. Hein, il n'y a pas voilà. Ce qui veut dire que du coup, c'est pas l'homéopathie qui ne fonctionne pas, c'est l'homéopathe qui fait défaut. Ou est-ce que ça peut être concrètement la forme de la migraine de cette personne qui n'est pas en lien avec un terrain, mais plus avec quelque chose de mécanique ou plus avec un autre domaine? Alors si c'est vraiment mécanique, s'il y a des lésions au niveau, par exemple, au niveau cervical, comme des hernies, des choses comme ça, bien sûr qu'on peut peut-être soulager avec certains remèdes, mais étant donné qu'il y a un effet mécanique, ça ne marche pas. Si par exemple la personne a un problème d'intoxication au café, une intolérance au café, mais qu'elle continue à boire du café, on pourra faire toutes les choses du monde, hein, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si je vous donne de l'arnica, mais vous continuez à vous taper avec un marteau sur les doigts, ça pose problème. Voilà. Hein. On voit le terrain de la personne, mais il y a tout le contexte de son environnement aussi, de comment elle vit, de ce qu'elle Et fait son dans le environnement, quotidien. son alimentation, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. Donc en fait, parce qu'en fait, le dérèglement qui se joue à l'instant T, ça fait des mois, des années qu'il se prépare pour en arriver là. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Donc en fait, il va falloir aller démonter et comprendre tout ce mécanisme qui fait qu'on en est arrivé là. Et pour ça, en fait, il va falloir vraiment tenir compte d'un ensemble, et des fois même en modifiant l'alimentation au long cours, on peut avoir des réactions extraordinaires. Donc oui, on a des réactions généralement dès la première prise, ce sont souvent des sensations comme si, puisqu'on va avoir soit une intensité moins forte, soit des migraines qui sont moins répétées, moins fortes, ou qui disparaissent plus vite, des petites nuances qui font qu'il se passe quelque chose. Et du coup, ça nous donne des indications et où on poursuit le remède, ou enfin, après, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On est sur un aspect généralement chronique, c'est quelque chose qui date depuis une migraine, c'est généralement, les gens ne viennent pas le premier jour vous voir en disant j'ai mal à la tête. Il va falloir peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois, pour que les choses soient stabilisées. Mais attention, l'aspect chronique, en fait, est toujours latent dans la biologie et peut toujours ressurgir. Et ce que je dis souvent aux gens, quand à un moment donné, ils veulent arrêter, tout arrêter, ok, attention, aux premiers symptômes, surtout, revenez. Ne laissez pas traîner. Ce qui me fait penser aux enfants qui peuvent avoir des migraines beaucoup plus tôt. Comment Alors, ça se fait que ça se manifeste si tôt pour eux? c'est latent hein, dans la biologie. Il faut savoir quand même que notre biologie
se dégrade au fil du temps, mais que de génération en génération, notre biologie et notre état de santé est de moins en moins bon, quoi. Si on compare les jeunes gens actuels, ils font des pathologies, certains que leurs grands-pères faisaient, eux, ils les font déjà à 30 ans, d'accord. Donc il se passe bien, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une puissance de santé moins bonne par rapport à un moment donné. Et ben, les enfants, c'est pareil, hein. Il m'est arrivé d'avoir, par exemple, une petite demoiselle de 12 ans avec de fortes migraines, avec un cocktail qui marchait plus ou moins, et migraine vraie reconnue, donc avec un suivi médical depuis l'âge de 6 ans. Donc ça faisait 6 ans que la petite fille subissait en fait ce trouble, et ça a mis, oui, 3, 4, 5 mois. De toute façon, dès la première prise du remède, elle a eu une amélioration. Et puis ça n'a fait qu'augmenter au fil du temps, et puis à un moment donné, ça s'est réglé tranquillement, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que pour elle, là, puisque ça s'est arrêté au bout de 5-6 mois, c'est quand même latent et c'est quand même son terrain, donc il va falloir au fil de sa vie qu'elle fasse attention quand même à son environnement, ce qu'elle fait, ce qui pouvait déclencher ses migraines, et le premier symptôme de venir rapidement. Voilà, c'est le problème. Alors, ce qui est difficile avec les enfants, c'est qu'ils sont en croissance. Il y a des jeux hormonaux, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui modifient beaucoup de choses. Donc, ça peut être soit un épisode passager dû à la croissance. Ok, ça peut s'entendre, hein, comme chez les enfants, des fois, on le voit des fois chez les bébés où les dents ne sortent pas, c'est compliqué, etc. Donc, c'est juste un passage obligé. Ok, c'est comme ça. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui peut, à un moment donné, revenir dans le temps, à surveiller. Mais ça, c'est la biologie qui le dira dans le temps. On peut pas, Ok. voilà, et sa manière de vivre, sa manière de s'alimenter, enfin, tout son environnement va rentrer en ligne de compte aussi. Donc là, on a bien compris qu'on travaillait essentiellement sur le côté chronique, sur le terrain, donc sur la durée. Est-ce que pour Oui. autant on peut avoir des traitements ou un intérêt à prendre de l'homéopathie en période de crise? Oui. C'est-à-dire que l'homéopathie, en général, il y a un côté chronique, hein, on entend souvent, ah oui, mais c'est au long terme. Oui, c'est un fait. L'aspect chronique, c'est du long terme. Mais il y a une manière d'agir aussi dans l'urgence. Les rhumes, les gastro, enfin toutes ces choses qu'on connaît tous, qui sont que en phase aiguë, il y a une manière de traiter et des remèdes à connaître justement qui vont agir sur tel ou tel trouble particulier à l'instant T, des troubles hivernaux, etc. Après, sur la migraine elle-même, c'est toujours pareil. Dans certains cas, on peut donner un remède, euh, au cas où. Il m'arrive des fois, dans le doute, de dire à la personne achetez ça, vous le gardez au cas où, et s'il y a un souci, vous m'appelez. Et ce remède-là, généralement, parce que en homéopathie, il y a tellement de similitudes des fois entre les remèdes qu'on ne sait pas l'œuf ou la poule. Donc vous voyez la complexité du truc. Donc des fois, il peut arriver qu'on garde en réserve un second remède, à dire à la personne celui-là, vous l'avez sous la main, si un souci, vous m'appelez et on voit. Le cas échéant, il s'avère que ce second remède prend la main dans la phase aiguë. Et peut-être que dans la phase aiguë. Donc ça va dépendre vraiment des circonstances, d'un tas de choses. Voilà, c'est pas si simple. Mais du coup, il est difficile de s'auto-médicamenter dans des situations comme ça. Parce que il y a toujours ce qui se trame en arrière-plan. Et ça, pour l'expliquer, il faut un tant soit peu de connaissances. Et c'est compliqué de le gérer sinon. Donc pareil, le remède de crise, de gestion de crise, il est spécifique à la personne en fonction de son terrain, de qui elle est et de comment sa migraine s'exprime au long cours, quoi. Voilà, dans la phase aiguë. Comment ça s'exprime dans la phase aiguë? Qu'est-ce que vous diriez d'une personne qui a tout essayé et qui n'en peut plus de souffrir et qui se dit que de toute façon sa migraine ça changera jamais? Alors si elle a tout essayé, je lui dirais, alors que d'une part, je ne fais pas de miracle, que les homéopathes ne font pas de miracle en général, et que l'erreur reste humaine. Mais ceci dit, je pense que au travers de l'homéopathie, ça vaut vraiment le coup d'essayer avec un praticien sérieux. Ça c'est important parce que je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, il y avait des naturopathes qui soignaient le cancer avec des jeunes, d'accord. Donc on est sur un terrain glissant, là, très glissant même. Et en fait, voilà, c'est des farfelus. À un moment donné, il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. J'insiste sur le principe que la personne vient avec un diagnostic sous surveillance d'un médecin, etc. C'est très important.
Et de ce fait, ça permet de venir en complément et de faire contrôler justement par le médecin ce qui se passe. Mais si elle a tout essayé, c'est que même en acupuncture, même en homéopathie, c'est que elle n'a pas trouvé forcément la personne qui l'a bien écouté. Et après, je redis encore une fois, c'est jamais facile, hein, la recherche en homéopathie, donner un remède, vous imaginez, vous avez je sais pas, quelque chose comme 1000 remèdes, et ben débrouillez-vous avec ça pour en donner un à l'instant T à la personne. Donc on comprend qu'à chaque fois on remet tout en jeu. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de recette de cuisine. Hein. Là c'est vraiment le savoir-faire, le savoir-être et l'écoute qui est très importante. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer en homéopathie. Alors bien sûr, pas pour vendre une méthode, hein, ça c'est pas l'objet. Hein. Là, c'est vraiment pour aider la personne, pour son bien-être, pour son confort. Et à partir de là, bah, peut-être trouver un remède qui lui fait du bien et qui lui apporte une amélioration. Et effectivement, on a parlé de différents thérapeutes, mais là, ensemble, on a parlé d'homéopathie uniciste. Si je comprends bien, c'est qu'il existe aussi autre chose et d'autres façons de comprendre l'homéopathie, ou en tout cas de la pratiquer. Oui, alors en homéopathie, et c'est comme ça que moi je l'avais appris au travers d'autres études, hein, c'est que on apprend le pluralisme. C'est-à-dire que, ben, par exemple, vous avez euh, pour des migraines, vous pouvez avoir, on a 250 remèdes qui vont apparaître si on fait une recherche. Et du coup, 250 remèdes, ben, par exemple, vous allez avoir belladonna, nuxomica, sepia, par exemple. Et puis vous vous dites, bon, ça correspond à peu près aux trois. Allez, je donne les trois remèdes. Du coup, on sort du cadre de l'homéopathie comme l'avait ordonné Hahnemann en son temps. L'objet, c'est de travailler sur un fond chronique, d'accord, et ne pas travailler uniquement sur un symptôme. C'est très important, c'est très très important. Le symptôme fait partie d'un tout, donc il faut le recadrer avec l'ensemble. C'est très important. Donc, concrètement, si on avait une stratégie à transmettre pour ceux qui vivent avec la migraine, c'est complètement comprendre son terrain, travailler sur son environnement, travailler sur aller rechercher vraiment profondément comment elle fonctionne. Donc ça, c'est toujours plus facile en général quand on est observé par quelqu'un pour aller poser justement les questions Mais oui, mais oui, 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 oui. qui vont pouvoir vraiment bien cibler plutôt que de travailler soi-même tout seul en général. Oui, parce qu'on a du mal à s'ausculter soi-même, à s'observer soi-même, c'est compliqué, ouais, ouais, ouais. D'autant que là, s'il y a un choix de 1000 enfin, ou 250 traitements, aller poser spécifiquement les questions C'est qui plus facile. correspondent pour comparer les dosages et tout ça. Donc faites attention à qui vous êtes. Par contre, oui, un truc qu'ils peuvent faire, c'est de noter tout ce qui leur passe par l'esprit, pas forcément au niveau de la migraine, mais tous les petits troubles qu'ils peuvent avoir à côté, qui vont pouvoir donner en fait des pistes à l'homéopathe pour travailler. Oui, et puis même au niveau du symptôme lui-même, comment apparaît le symptôme, à quelle heure, après quoi, est-ce qu'il y a une contrariété avant, est-ce que c'est après manger, est-ce que c'est après avoir bu, est-ce que c'est au lever, est-ce que c'est au coucher, est-ce que pour les dames c'est au moment du cycle, pendant, après, avant l'écoulement, enfin, oui, il y a tout un contexte à observer, les questions qu'on pose hein, de manière classique. Euh, à quel moment ça a commencé? On commençait les migraines? Est-ce qu'il y a eu un choc particulier, un décès dans la famille? Je ne sais pas, un choc au travail? Enfin, plein de choses. Une rupture affective, par exemple, ça peut être aussi. Vous voyez, il y a tout un tas de contextes qui fait que ben, pourquoi ça démarrait à cet instant? Il y a eu quelque chose qui a fait que. Pourquoi? Et à un moment, faut le chercher, il faut le trouver. Le plus difficile, c'est d'aller chercher le démarrage, le contexte au départ, quand ça fait 40 ans qu'on souffre de migraine, quoi. Oui. Alors, si vous voulez, comme on fonctionne en couche, du coup, souvent on comprend qu'en arrière-plan, il y a autre chose, mais on est obligé de prendre ce qui dépasse le plus. Un peu en ostéo, c'est pareil, hein. On peut tout de suite tout. Ce qui dépasse le plus, et là on va tirer dessus, on va détricoter tout ça, de manière à ce que le malaise, en fait, bah, disparaisse au fil du temps. On arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup pour Oui, ce moment d'échange. merci à vous. Avant de conclure, donc pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez accéder à d'autres conseils concrets, d'autres ouvertures, d'autres regards, de voir un petit peu ce qui se passe à travers les super praticiens que je vais rencontrer dans leur cabinet,
N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si vous avez envie d'avoir une nouvelle vision sur votre gestion de douleur et sur vos crises de migraine, abonnez-vous pour partager justement cette dose de doser. Ça pourrait peut-être aider des personnes que vous connaissez. Quelques dernières petites choses avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a déjà dans un premier temps des questions que j'aurais oublié de poser, qui auraient été intéressantes de partager? On a bien balayé le côté migraine, en tout cas, on a bien balayé. Après, si vous voulez, j'ai deux lectures en fait en général. C'est le travail de l'homéo. Donc c'est ça, c'est un ouvrage particulier sur l'homéopathie. C'est toujours pareil, hein, c'est le docteur Broussalian. Et là, vous voyez, sur mon bureau, il y a de la matière médicale. Donc la matière médicale, c'est sur quoi agissent les remèdes en fait. Donc on relit de manière à bien s'en imprégner, parce qu'il est toujours difficile de s'imprégner à la fois physique et psychologiquement d'un remède, de connaître bien son état d'être du personnage. Donc c'est une relecture constante. Et après, pour cet aspect généalogique, un peu de la santé, j'ai découvert ce bouquin qui est dans la continuité un peu de Anne Ancelin, Aïe mes aïeux, si certains connaissent, qui est très intéressant. Donc c'est, hop là, cette douleur n'est pas la mienne. Voilà, très intéressant. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. On me parlait de constellations, j'entendais plein de choses. Donc au début j'étais très sceptique parce que la première constellation que j'ai vue, je me suis dit là, on se moque de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que non, on se moque pas de nous. C'est très particulier. Pour ceux qui s'intéressent, d'une part, il y a ce bouquin et il y a une série, je crois, sur Netflix qui s'appelle Les Chemins de l'Olivier. Très intéressant, ça parle de constellations. Je crois que c'est une série turque. C'est très bien fait. Et dedans, il y a un médecin sceptique, du coup. C'est très intéressant. Allez le voir, c'est en relation avec ce bouquin. Alors bien sûr, c'est un film, c'est romancé. Le bouquin aussi, là, ce sont des recherches qui ont été faites et donc mises sur papier qui expliquent ce qu'est la constellation, qui expliquent aussi les mots transgénérationnels. C'est très intéressant. Même la migraine, par exemple, ça peut être expliqué hein, des fois comme ça. Et on rentre du coup dans le côté aussi symbolique de la maladie. Donc là, je sais que je vais pas faire plaisir à tout le monde, mais la notion de symbolique devient aussi intéressante parce que en théorie, les mots que l'on a sont une réponse parfaite de notre inconscient. Alors c'est compliqué pour nous intellectuellement de le comprendre, souvent les êtres humains, mais au travers de ce bouquin, ça donne une petite vision en fait de ce qui peut se jouer à l'instant T dans une difficulté particulière de la vie. Et c'est vraiment intéressant. Allez voir, lisez-le éventuellement, c'est super, c'est pas mal. L'auteur là de ce bouquin? Alors l'auteur c'est Mark Wallin, donc Woly2N. Je crois que c'est un Américain. Donc c'est vraiment, ouais, c'est bien écrit, c'est limpide et c'est vraiment en corrélation à ce que j'ai pu voir autour de moi. C'est intéressant. Génial. Voilà. Et le premier bouquin, il est plus spécifique à un homéopathe. C'est pas du livre grand public. Oui, alors le synoptique, oui, c'est vraiment de l'homéopathie pure et dure. Hein. Je veux dire, si on l'ouvre et qu'on commence à le lire, on va dire qu'est-ce que c'est ce truc, je comprends rien. Mais en fait, c'est si vous voulez, le synoptique là, c'est vraiment un condensé en fait de matière médicale, remède par remède, des remèdes les plus utilisés. Et en fait, pour les avoir en mémoire, avec toutes leurs nuances, bah, il faut les lire, les relire. Et c'est fastidieux, hein, mais bon, c'est une vie de travail, quoi. Mais bon, après, quand c'est une passion, donc sinon, on peut pas le faire. Ça me fait penser, tous ces livres et puis les thèmes qu'on vient d'aborder là, qui sont un petit peu complémentaires à ce qu'on vient de partager aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressant d'interviewer à votre place dans un prochain épisode pour apporter encore plus de pistes et d'ouverture à ceux qui nous écoutent? Alors, je pense à une personne justement bah, qui fait par exemple des constellations. Il faudrait que je lui demande l'autorisation si ça. Mais oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Après, ça dépend dans quel domaine. J'ai un confrère qui se trouve, lui, sur la Côte d'Azur, qui est aussi homéopathe acupuncteur. Donc, ça pourrait être aussi intéressant de l'interviewer pour avoir des éléments complémentaires certainement à ce que je viens de dire. Et une autre vision aussi, puisque en fait,
L'homéopathie est un outil, un grand outil, et chacun va se l'accaparer d'une certaine manière, hein, un peu comme les techniques d'ostéo. Chacun a sa vision, voilà. Mais bon, avec mon ami Pascal, on a tendance à échanger beaucoup, à souvent arriver aux mêmes conclusions. Et donc, ouais, ça peut être intéressant d'avoir un avis, un deuxième avis, quoi. Ça peut être sympa, ouais. Je vais vous passer ces coordonnées. Si vous voulez me retrouver, je suis à la fois à UCL et à Aurillac. Je mettrai 6 fois un livre. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer? Alors n'hésitez pas, hein, faites sauter les a priori. Il existe une multitude de techniques thérapeutiques, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, pardon, et d'autres choses des fois qui nous dépassent. Mais se cantonner à une seule technique médicale, comme on voudrait malheureusement nous l'imposer d'une certaine manière, euh, ben c'est déjà aller au-delà de nos libertés, il faut quand même le dire, et que il est important d'ouvrir d'autres horizons. Il existe bien d'autres choses que dans d'autres pays on pratique de manière très réglementée aussi, mais que des fois d'autres techniques plus simples permettent d'améliorer notre état de santé. Je dirais du coup, portez-vous bien, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au plaisir de partager de nouvelles doses et d'oser élargir les regards dans Doser. À bientôt.